aujourd'hui, la Chambre de commerce française et notamment la commission services aux entreprises a le plaisir d'organiser donc cette visioconférence qui revêt un caractère important sous le thème des échéances fiscales et les audits des commissaires aux comptes à l'épreuve du Covid-19. Et pour débattre de ce thème intéressant, j'ai fait appel aux gens du métier, aux gens du chiffre et du droit pour débattre de ce thème. Et parmi les intervenants, nous avons Monsieur Amin Baqili, qui est le président de l'Ordre des experts comptables, Monsieur Adib Ben Brahim, président du Conseil régional Rabat et Nord. Merci pour votre invitation. Monsieur Yassine Maghiri, président du Conseil régional Casa et Sud de l'Ordre. Merci, Saad Aziz. Maître Nesrine Goudan, président de la commission juridique et fiscale de la Chambre, qui est une amie et qui m'a succédé à la tête, pour la présidence de la commission juridique et fiscale. Et donc, nous sommes entre professionnels. J'aurais bien aimé inviter plus de monde, mais pour des questions de logistique et pour que le débat soit intéressant, nous avons pris donc les gens qui sont représentatifs de l'ordre. Alors, on parle de l'ordre des experts comptables, on pourrait rajouter entre guillemets des commissaires aux comptes, mais c'est l'appellation qui a été donnée donc par Daïr à l'ordre des experts comptables et on va s'en tenir aux appellations officielles. Donc, sans tarder, je vais donc donner la parole à chacun de vous pour une présentation de 2-3 minutes avant d'attaquer le fond du débat. Et donc, je donne la parole à C. Amin Baqili, président de l'Ordre des experts comptables du Maroc. C. Amin, active ton micro. Amin Baqili. Amin. Merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. C'est Amin Baqili. Il y a un souci technique parce que Amin était avec nous. En attendant, peut-être qu'il se reconnaître, passe la parole à quelqu'un d'autre. Je suis là, Saad Aziz, je suis là. Ah, eh bien, écoute, voilà, super. Vas-y, c'est Amin. Donc, merci Saad Aziz. Bonjour, chers collègues. Donc, Est-ce que tu peux, c'est Amin, s'il te plaît, ajuster juste ta chaise par rapport à la caméra? Merci. Non. Bon. Super. Donc, avant de commencer, je saisis cette occasion pour remercier la Chambre de commerce française et en particulier notre cher confrère, Aziz Largé, expert comptable et président de la commission appui aux entreprises, pour cette initiative qui s'inscrit dans un contexte assez particulier et jamais vu. Donc, je vais commencer mon intervention par parler un peu sur l'organisation de la profession comptable au Maroc, qui a permis progressivement de mettre fin à certaines pratiques héritées du passé et de mettre à jour notre profession jadis archaïque. Donc, cette organisation est passée par 2 étapes phares. Donc, la première étape, c'est celle de 1993, avec la loi 1589 qui a réglementé la profession d'expertise comptable et qui a institué la création d'un ordre des experts comptables au Maroc et qui a bien sûr donné le monopole du commissariat aux comptes aux experts comptables. Et la deuxième phase, c'est celle de 2015, avec la loi 127/12, réglementant la profession de comptable agréé et instituant la création d'une organisation de professionnels des comptables agréés. Donc aujourd'hui, la profession comptable est exercée au Maroc par 3 acteurs principaux, à savoir les comptables agréés dont le nombre avoisine les 2000 personnes, et les comptables indépendants, au nombre de 2000 également, non encore organisés et invités dans les années à venir, soit rejoindre l'ordre des experts comptables ou l'organisation professionnelle de comptables agréés. Ainsi, cette organisation
avait un seul objectif, bien sûr, et c'est la protection de l'épargne, promouvoir l'investissement et la garantie de la sincérité et la loyauté des états financiers et de la gestion du patrimoine de l'entreprise. Donc, pour venir à notre métier, qui est l'expert comptable. Vous avez rejoint la réunion en tant que participant, vous avez rejoint une réunion en cours d'enregistrement, politique de confidentialité. Donc, pour revenir à notre métier, le dispositif juridique a défini le statut de la mission de l'expert comptable, qui est le seul habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes, à délivrer des opinions, à exercer la mission de commissariat aux comptes. En plus de son monopole, l'expert comptable, bien sûr, exerce un certain nombre de missions de conseil. Il est considéré comme l'interlocuteur privilégié du chef d'entreprise, de par sa formation, polyvalence, son expérience et son écoute. Il répond aux différents besoins de l'entreprise et participe au développement économique et social de ses partenaires. L'expert comptable, par l'image qu'il véhicule à travers ses interventions, que ce soit en conseil ou en audit, il est le véritable ambassadeur de la profession comptable et financière auprès des opérateurs économiques et des partenaires sociaux, tant nationaux qu'internationaux. En effet, il est partenaire de toutes les institutions nationales et participe systématiquement à la rédaction de textes et lois et apporte un véritable support dans les diverses réformes qui touchent le domaine économique en général et les entreprises en particulier. Je cite à titre d'exemple la normalisation comptable, la clarification des règles fiscales à travers la participation dans l'établissement des lois de finances, la réforme du droit des affaires, l'amélioration du climat des affaires en général. Et il est également membre de plusieurs organisations et instances internationales. Je cite notamment l'IFAC, qui est l'Organisation internationale des experts comptables, la FIDEF, le CN, la PAPA, l'ACA, etc. Donc aujourd'hui, notre ordre compte plus de 680 experts comptables, dont 100 femmes, 400 sociétés. Bien sûr, si je compte les consultants et les stagiaires, on parle d'une population de plus de 8000 personnes implantées pratiquement dans tous les recoins du Maroc. Aujourd'hui, nous avons créé 3 conseils régionaux, celui de Tanger, Tétouan, Hoceima, Fès, Meknès et la région orientale, et récemment Agadir, pour accompagner la politique de régionalisation conformément aux instructions avancées par notre souverain Vincent. Merci, Adazi, je vous rends la parole. Merci, c'est Amin Baakili pour la plantation du décor de la profession au niveau macro. Maintenant, je vais demander à Yassine Maguiri de nous présenter une vue micro donc, de l'expert comptable. C'est Yassine Maguiri. Merci, Saad Aziz. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. La qualité du son, c'est la qualité du son. C'est bon, vous m'entendez? On va faire un effort, vas-y. Bah, c'est tout ce que j'ai, hein. Je ne peux pas faire plus malheureusement. Bien, donc à mon tour, je tiens à te remercier, chers confrères, et je remercie aussi la Chambre de commerce pour cette invitation. Et je saisis l'occasion aussi pour souhaiter un bon confinement à tout le monde et j'espère bien que nous pourrons sortir de cette crise sanitaire avec moins de dégâts. D'accord. Et pour enchaîner sur ce qu'a dit notre cher président Amin, donc effectivement, donc l'ordre et les membres de l'ordre, ce sont des partenaires de plusieurs institutions, etc. Donc c'est un représentant incontournable de toutes les institutions. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que l'émission de l'expert comptable, et en l'occurrence la mission de commissariat compte qu'on va débattre aujourd'hui, il est régi par 3 éléments importants. D'accord. Donc il y a le référentiel légal et législatif en vigueur, qui est en principe notre loi 1589 régissant notre profession. Il y a les lois sur les sociétés commerciales, la SARL, la SA, les autres formes de sociétés. Donc, il y a le code de commerce, il y a le droit des obligations de contrat. Donc, tout ça, ça constitue un référentiel législatif en vigueur qui, parmi les éléments qui régissent ou qui guident un peu le professionnel. Le deuxième point, c'est le code de devoir professionnel. Donc, notre code de devoir professionnel, pour précision,
Donc, il a été adopté par le Conseil de gouvernement en novembre 2019 et il a fait même une publication au bulletin officiel en janvier 2020. D'accord? Et le troisième point important aussi qui guide notre profession, c'est notre référentiel normatif. Notre référentiel normatif qui englobe en quelque sorte le manuel de normes d'audit légal et contractuel. Il y a aussi le manuel de normes d'audit des PME. Donc, il y a les directives et l'IS avait des instances qui réglementent un petit peu les missions connexes et les missions particulières liées aux missions de l'expert comptable et de commissaire aux comptes. Bien sûr, ce référentiel, il est toujours en évolution permanente parce que à chaque fois, le Maroc, il est membre de l'IFAC. Donc, nous, on est censé être à jour toujours tout ce qui concerne les normes à l'international. Donc, nous sommes à jour tout le temps. Et par exemple, donc nous avons adopté 3 nouvelles normes dernièrement. Donc, nous avons adopté une norme sur le budget temps et honoraire qui est devenue obligatoire à partir du 1er janvier 2020. Nous avons également adopté ou approuvé la norme des PME dont j'ai parlé, donc qui est en vigueur aussi à partir du 1er janvier 2020. Et aussi, nous avons mis à jour notre modèle de rapport. Donc, le modèle de rapport sera changé conformément à la norme 5700 relative à la forme du rapport, qui sera aussi applicable à partir du 1er janvier aux exercices qui sont ouverts à partir du 1er janvier 2020. Cet arsenal, normalement, qui permet de garantir une qualité de travail, et ça fait partie des attributions du Conseil régional, c'est d'assurer à ce que les confrères respectent strictement cet environnement réglementaire. Et c'est pour cela que les conseils régionaux se basent sur 3 piliers importants. C'est la formation en continu, qui est un point très important pour nous, parce que la compétence, elle constitue l'un des principaux fondamentaux du comportement de l'expert comptable. Et c'est cette compétence qui confère en quelque sorte aux travaux de l'expert comptable une autorité, une crédibilité. Et c'est dans ce cadre-là que normalement chaque expert comptable inscrit à l'ordre, il est obligé, il a l'obligation d'effectuer au moins 40 heures de formation continue par an. D'accord? Dans 20 heures obligatoires au sein du conseil régional auquel il est inscrit. Merci, Yassine. Oui, tu n'as pas. Oui, oui Sidi. Donc, le deuxième pas, je n'ai pas encore terminé, à moins que si je continue. D'accord. Tu prenais ton souffle, excuse-moi. Parce que j'ai un problème de sang, effectivement. Je te propose une chose. Prends l'oreillette dans ta main. Peut-être que le micro va être meilleur. Vas-y. Vous m'entendez bien comme ça? Ah, c'est encore mieux. Ah, d'accord. Très bien. Très bien. Donc, j'ai un problème effectivement de sang. Donc, le deuxième pilier, effectivement, comme j'ai dit, c'est le contrôle de l'activité professionnelle. Donc, normalement, en ce qui concerne les missions normalisées, l'ordre, il assure un contrôle permanent de l'activité professionnelle à travers le contrôle qualité. Ce contrôle, il permet de donner au public une meilleure perception de la qualité de prestation offerte par l'expert comptable. Et aussi, il contribue à une harmonisation et à une organisation de l'ensemble des procédures de travaux du cabinet, à ce qu'ils soient homogènes et harmonieux. C'est pour ça qu'on doit trouver les mêmes rapports, les mêmes modèles de rapport, la même façon d'exercice du métier d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Donc, le contrôle qualité, il assure aussi ce point-là. Et le troisième point, c'est d'assurer aussi l'adéquation entre les travaux exercés par les experts comptables et par les cabinets d'experts comptables et bien entendu l'ensemble des normes et les réglementations en vigueur. Et c'est pour ça que l'ordre, il se base aussi sur son troisième pilier qui est le pouvoir disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire, normalement, les conseils régionaux et le conseil national, ils ont un pouvoir disciplinaire ordinaire à l'égard de leurs membres. Et ce pouvoir-là qui nous assure tout le temps à ce que les confrères respectent les règles professionnelles et chaque contravention normalement à ces dispositions-là et donne lieu à une application d'un conseil de discipline contre le membre. Et Dieu sait que nous sommes très intransigeants par rapport à cela. Et chaque année, on exerce pas mal de dossiers et pas mal de cas pour qu'on puisse effectivement garantir cette image et garantir notre crédibilité. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et je te redonne la parole, c'est Abdelaziz.
Oui, c'est Yassine, merci. Donc, ton conseil régional, il représente Casablanca et Sud. Je vais donner tout de suite la parole à Si Adib Ibrahim pour nous parler de la zone nord et surtout le rôle de l'expert comptable comme tiers de confiance et qui garantit la sincérité et la sécurité des chiffres. C'est Adib. Merci, c'est Abdelaziz. Bonjour tout le monde. Alors, je souhaiterais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Abdelaziz concernant l'appellation hors des experts comptables par rapport au commissaire aux comptes. C'est pas comme en France, il y a la compagnie des commissaires aux comptes et alors des experts comptables. Et comme vous le savez, un expert comptable peut faire une mission de commissariat aux comptes, mais un commissaire aux comptes inscrit au niveau de la compagnie de commissariat aux comptes ne peut pas avoir le titre d'expert comptable. Ça, c'est en France. Au Maroc, c'est normalement l'ordre des experts comptables et la fonction, c'est le commissariat compte lorsqu'il est mandataire dans une société anonyme en tant que commissaire aux comptes, il portera ce titre. Voilà par rapport à ça. Par rapport à notre conseil régional, Rabat et Nord, bon, aujourd'hui, il y aura changement d'appellation au niveau des conseils régionaux. Donc, il y a création de l'ensemble des conseils au niveau de chaque région. Donc, il y aura au niveau de toutes les régions. Pour l'instant, il y a le Rabat et Fès, c'est en cours de création. Rabat, Salé, Knédra. Donc, voilà la nouvelle appellation au niveau de notre conseil régional. Maintenant, par rapport à la fonction du commissaire aux comptes. Commissaire aux comptes, comme tout le monde le sait, il a une mission, une finalité à la fin, c'est un rapport d'opinion, une certification des comptes et un rapport spécial sur les conventions. Si on se limite à ça, bon, destiné aux actionnaires. Mais aujourd'hui, je dirais que l'objectif, il est plus large. On peut dire qu'il a une mission d'intérêt général parce qu'il est en train de certifier des informations qui seraient utilisées par tout utilisateur, les partenaires, les créanciers, les banques, donc tous lecteurs des états financiers. Donc, c'est une mission vraiment importante qui doit être faite dans je dirais, une indépendance. Alors, par rapport à cette indépendance, le législateur a voulu donner effectivement une indépendance par rapport au pouvoir de l'Assemblée générale, bien qu'il est nommé par l'Assemblée générale, mais il reste indépendant, il n'y a pas de contrat, il y a juste une lettre de mission, et l'Assemblée, elle n'a pas le pouvoir de le révoquer, sauf s'il y a, je dirais, une faute. S'il y a une faute, bien sûr, il faut aller vers le tribunal, c'est le législateur pour la révocation. Donc, on n'a pas ce pouvoir pour faire pression sur le commissaire aux comptes par rapport à ses travaux, par rapport à son opinion. Donc, il y a une indépendance totale. Et ça, c'est très important de le noter. Par rapport à la mission, bien sûr, c'est une mission qui est permanente durant toute l'année, c'est-à-dire il ne va pas attendre jusqu'à l'arrêté des comptes pour intervenir. C'est toute l'année. Il a la possibilité de vérifier les documents, de vérifier les procédures, de faire les vérifications qui s'imposent et assister, chose que j'aimerais bien préciser. Il assiste au conseil d'administration qui arrête les comptes et il a le droit d'assister à toutes les assemblées générales extraordinaires, même si ça ne concerne pas les comptes. Donc, il a ce pouvoir et normalement, d'après la loi, il doit être convoqué à ces assemblées. On assiste parfois que le commissaire n'assiste qu'à l'assemblée générale qui approuve les comptes, mais d'après la loi, il doit assister à l'ensemble parce qu'il aura besoin de recueillir d'informations qui pourraient éventuellement l'aider dans la réalisation de sa mission. Donc, comme je disais, par rapport aux missions, donc il y a la certification, bien entendu, des comptes, il y a le rapport de gestion, il y a aussi toute information qui pourrait, je dirais, éclaircir la situation de la société, les documents envoyés aux assemblées, aux tierces, donc tout cela, il est garant, le commissaire compte garant des informations. Alors, bien entendu, il a un rôle qui est très important, il faut certains critères. Donc, la loi a imposé certaines manières de garantir l'indépendance, c'est-à-dire le commissaire aux comptes ne peut pas avoir de lien de parenté avec les administrateurs ou les fondateurs d'un certain degré. Aussi, il ne peut pas remplir des missions, faire des missions qui seraient incompatibles avec sa mission de commissaire aux comptes, donc il ne peut pas être jugé parti. Il y a aussi, au niveau de normes de la profession, il y a une norme sur l'indépendance et sur les incompatibilités. On peut parler aussi de la dépendance financière.
C'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut pas que les honoraires du commissariat aux comptes soient vraiment significatifs par rapport au chiffre d'affaires du commissaire aux comptes. Parce que ça serait une manière, effectivement, il serait dépendant de ce chiffre d'affaires et ça pourrait toucher son indépendance. Donc, il y a certains critères qu'il faut garder pour ne pas remettre en cause l'indépendance du commissaire aux comptes. Ensuite, il y a la responsabilité. La responsabilité du commissaire aux comptes, elle est vraiment importante. Il est responsable et pourrait être poursuivi pour des conséquences dommageables suite à des erreurs qu'il aurait commises dans la réalisation de sa mission. Donc, donc je vais terminer par j'insiste sur cette mission qui est une mission d'intérêt général et que sa responsabilité, elle est engagée et même pénalement. C'est bon, je vous donne la parole, c'est Aziz. Oui, c'est Adib. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Nisrine Roudan, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même lui demander de se présenter pour les gens qui ne la connaissent pas. Et surtout pour planter le décor, parce que c'est toi qui vas nous dire quelles sont les contraintes que nous pose le Covid-19, qui a chamboulé donc la profession du chiffre et du droit et les échéances. Et donc, en fait, tu vas nous donner juste un petit flash en introduction et on te donnera la parole par la suite pour nous parler des aspects juridiques, notamment des AGO et des conseils d'administration sur un plan juridique. Merci beaucoup, Monsieur Largy. Écoute, la présentation, je pense que tu l'as faite au début. Par rapport au point qui nous concerne aujourd'hui, moi, je ne vais pas non plus faire la publicité des experts comptables comme vous venez de le faire. Je pense que vous n'en avez pas besoin. Je vais essayer de planter le décor par rapport à la mission du commissaire aux comptes dans le cadre de l'exécution de sa mission, dans le cadre de la vie des sociétés et notamment des sociétés anonymes. En ce qui concerne la parenthèse concernant les assemblées générales, la tenue des conseils d'administration, etc., c'est un point que j'y répondrai éventuellement, sachant que ça fera l'objet d'une visioconférence à part dans les jours à venir, surtout au regard des nouvelles dispositions qui vont entrer en vigueur dans les jours à venir, et je fais notamment référence à la loi 27-20. En ce qui concerne le commissariat aux comptes, et je vais parler particulièrement de la loi sur les sociétés anonymes, c'est l'un des organes de la société anonyme au même titre que les organes de gestion. Le législateur marocain y a consacré un titre à part, notamment le titre 6, pas moins d'une vingtaine d'articles, de l'article 159 à 181. C'est pour vous dire à quel point la mission du commissariat de comptes est importante dans le cadre de la gestion d'une société anonyme. On le qualifie même d'un organe de contrôle. Il a une mission extrêmement importante vis-à-vis de l'actionnariat, de l'Assemblée générale. Il veille sur le contrôle des organes de gestion et sur la conformité des comptes en donnant une image exacte aux actionnaires, à l'Assemblée générale, de la réalité de ce qui se passe dans la société. La mission du commissaire aux comptes, elle est hautement importante au niveau des sociétés anonymes et c'est une mission permanente, non seulement de veiller sur la sincérité, sur la véracité des comptes de la société, mais aussi la concordance avec les informations qui sont incluses dans les états de synthèse, mais aussi un organe de contrôle sur les organes de gestion et de reporting vis-à-vis des actionnaires, mais aussi un garant par rapport au respect de façon égale des droits de ces derniers. La mission du commissaire aux comptes, elle est extrêmement importante parce qu'au même titre que les organes de gestion, il rend un rapport, voire des rapports spéciaux qui permettent un petit peu à cet actionnariat de vérifier est-ce que la bonne marche de la société est vérifiée, l'exactitude des informations qui le sont communiquées. Et dans leur rapport, je suis certaine que vous allez bien l'identifier, ils ont en gros 3 possibilités, soit certifié avec quelques réserves, soit refuser la certification. Et toute cette mission-là, elle a pour objectif de permettre un contrôle sain des organes de gestion, de permettre à ces actionnariats d'investir
de façon rassurée dans la société, et tout cela conformément à des normes, comme vous l'avez souligné, mais en bon juriste que je suis, dans un cadre légal bien déterminé, sous leur responsabilité civile souvent, mais aussi pénale, ce qui permet à l'actionnariat de faire confiance, d'investir dans un climat de confiance. Et c'est dans ce contexte-là que je pense que notre visioconférence intervient aujourd'hui. C'est comment, à la veille de la clôture des exercices et de l'approbation des comptes, comment permettre à cet organe de contrôle d'exécuter sa mission de façon sereine, si on prend en considération que, grosso modo, on a besoin d'un délai de 75 jours, que les informations doivent vous être communiquées dans un délai minimum de 60 jours pour vous permettre d'effectuer votre mission. C'est dans ce contexte-là que le Covid il est venu pour chambouler un petit peu ces délais. C'est vrai qu'on a le contexte du décret-loi du 24 mars ayant décrété l'état d'urgence sanitaire qui, en principe, a décrété la suspension des délais. Mais ça, peut-être, c'est là que vous allez l'expliquer un petit peu, qu'il y a un décalage entre tout ce qui est échéance fiscale et échéance réglementaire et suspension des délais. On va voir jusqu'à quel point ces notions-là se marient, et peut-être que vous, représentants de l'ordre des experts comptables, vous allez nous parler des mesures que vous avez mises au point pour pouvoir continuer et exécuter votre mission d'audit, de certification des comptes, qui nous permettra par la suite, nous juristes conseils ou avocats, de mener les opérations de secrétariat juridique en bonne et due forme, et surtout d'être en possession de procès-verbaux qui ultérieurement ne seront pas contestés devant les tribunaux quand ces derniers-là reprendront par les actionnaires ou par toute personne qui serait intéressée. Merci. Merci Nesrid. Je vous remercie tous pour cette brève présentation. Donc on va commencer par les échéances fiscales, parce que cette année, rien ne s'est passé comme d'habitude, puisque au Maroc, normalement, on clôture les comptes, on dépose les liasses fiscales. Je n'aime pas parler de dépôt de bilan, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de déposer le bilan. Déposer le bilan, c'est un terme péjoratif, enfin, qui a une consonance péjorative. Je vois Nesrine qui rigole, qui sourit. Déposer le bilan, c'est vraiment la faillite. Et vraiment, il faut qu'on se croise les doigts en ce moment. On a trop de mauvaises nouvelles pour parler de dépôt de bilan. Donc, c'est dépôt de l'alias fiscale. Donc, l'alias fiscale a été déposée le 31 mars et il y a eu des dérogations par rapport à cette date. Je signale qu'en temps normal, au Maroc, normalement, on dépose le 31 mars et nos amis qui sont par exemple en France traînent l'alias fiscale et des fois, ça déborde sur leurs vacances jusqu'au mois de mai, etc. Et cette année, je crois que ça va jusqu'en septembre. Ce n'est pas le cas du Maroc, ça a été reporté au 30 juin. C'est pour ça que je vais passer la parole donc à Yassine pour nous éclairer sur ce report des échéances fiscales, aussi bien pour les sociétés qui ont moins de 20 millions de dirhams de chiffre d'affaires que celles qui ont plus de 20 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Yassine. Oui, c'est Abdelaziz. J'espère que tu m'entends bien cette fois-ci. Oui. C'est mieux, très bien. Oui, effectivement, donc je rebondis sur ce que tu dis. Il ne faut pas qu'on parle de dépôt de bilan, effectivement. C'est un dépôt de déclaration fiscale, d'accord. Donc, pur et simple. Et effectivement, cette année, il y a un changement par rapport au délai de dépôt des déclarations fiscales. Et il s'est allé sur 3 étapes. Donc, bien avant que le Maroc déclare l'état d'urgence, le comité de veille économique, il a déjà adopté une tolérance dans laquelle il a donné l'occasion aux sociétés dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2018 est inférieur à 20 millions de dirhams de décaler le dépôt et le paiement de l'impôt jusqu'au 30 juin. D'accord. Il y a une attention particulière qu'il faut signaler là-dessus, c'est que le dépôt, il concerne l'impôt sur les sociétés, ça veut dire la déclaration fiscale et le paiement de la régularisation d'impôts et le premier account, mais ça ne concerne pas les autres déclarations. Ça veut dire que le report ne concerne pas les déclarations des honoraires, ne concerne pas la déclaration des dividendes éventuellement, ne concerne pas la déclaration des rémunérations allouées à des non-résidents. Donc, ça concerne juste la déclaration fiscale, le paiement de la régularisation et le premier account.
Aussi, donc, il y a une suspension du contrôle fiscal et des ATD jusqu'au 30 juin. Donc, cette mesure, elle a été adoptée après l'adoption de l'état d'urgence par le Maroc le 20 mars 2020. Donc, l'administration fiscale et le ministère des Finances, ils ont confirmé cette position en accordant toujours l'occasion aux sociétés dont le chiffre d'affaires inférieur à 20 millions de dirhams de reporter effectivement cette déclaration jusqu'au fin juin. Mais pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions de dirhams, normalement, ils sont tenus de déposer au 31 au 31 mars et de demander éventuellement pour les sociétés qui ont des difficultés financières et qui sont impactées par cette crise sanitaire, de demander un report ou un échelonnement de paiement de l'impôt. Mais ils sont censés déposer leur déclaration. D'accord. Donc, ça veut dire que le report concerne juste l'étalage de paiement, mais pas le dépôt des déclarations. Cette mesure aussi, au mois d'avril, le 14 avril, l'administration fiscale ou le comité de veille économique, il a accordé également aux entreprises, personnes physiques, de reporter les déclarations, de ne pas les déposer au 30 avril jusqu'au 30 juin. Voilà ce que j'ai à te dire par rapport à ça. Ça, Aziz? Merci, c'est Yacine. Est-ce que quelqu'un peut nous donner une précision par rapport aux amnisties fiscales? Parce que, si vous vous rappelez bien, on s'est très bien échauffé au mois de décembre, janvier, février. On était des champions des amnisties fiscales. On avait encouragé nos clients et avec un élan de civisme, on les a incités à souscrire. Et aujourd'hui, je pense tout le monde est revenu en arrière parce qu'on ne sait pas ce qu'il en est. Et même, je dirais, ceux qui comptaient mettre les liquidités dans les banques, on a vu même un engouement à les sortir. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous dire les échéances du 30 juin? Parce qu'on a des échéances du 30 juin et on a des échéances du 30 septembre concernant les amnisties fiscales, rapidement. Alors, je peux te répondre à ça, par rapport à ça. Vas-y, oui, effectivement, donc, à titre de rappel, la loi de finances 2020, il a instauré 6 mesures principales, donc 6 mesures relatives à la régularisation de la situation fiscale du contribuable. Donc, il y a une mesure qui concerne la déclaration rectificative spontanée en matière de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et la TVA, au titre des exercices de 2016, 2017 et 2018. Effectivement, cette mesure, il a eu une échéance fin septembre 2020. Et la deuxième mesure, c'est la régularisation spontanée au titre des avoirs liquides détenus au Maroc. Donc, qui effectivement, l'échéance a été fixée pour le mois de juin, reportable ou prorogeable de mois, donc jusqu'au fin août. Il y a aussi l'encouragement en faveur des contribuables qui exercent dans le secteur informel pour qu'ils s'identifient pour la première fois. Il y a également donc la régularisation qui n'est pas. Donc il y a la régularisation, comme je dis, donc de la situation fiscale pour les personnes qui ne procèdent pas à la déclaration du revenu foncier. Et la cinquième donc mesure, c'est la régularisation des spontanés des avoirs aussi détenus à l'étranger. Et aussi donc il y a la contribution libératoire au titre des amendes et relative au paiement, aux incidents de paiement des chèques. Donc, toutes ces déclarations, toutes ces mesures, effectivement, elles avaient comme échéance entre le mois de juin et le mois de septembre. Mais aujourd'hui, avec cet événement, effectivement, il y a une suspension d'office parce que les entreprises, donc, ils ont d'autres soucis, ils ont d'autres problèmes à gérer autres que ça. Mais sur le plan légal, donc, il n'existe aucune mesure officielle qui est liée soit au report, soit au décalage de ces mesures, sauf que le décret loi de 20-292 et le décret 2-20-293 portant sur son application, il a suspendu, vu l'état d'urgence, il a suspendu les délais à partir du 20 mars jusqu'au 20 avril, ce qui a été prorogé également jusqu'au 20 mai. Ça veut dire aujourd'hui, il y a 60 jours de suspension des délais.
Donc, partant de là, si on va analyser un peu cet article, l'article 6 de cette loi qui suspend les délais, je pense qu'on doit automatiquement rajouter les 60 jours de suspension au délai initialement prévu. Par exemple, pour les avoirs liquides, donc qui sont normalement censés être effectués avant fin juin, je pense que puisqu'il y a une suspension des délais, donc normalement, ce délai doit être prorogé de 60 jours, l'état actuel aujourd'hui de la suspension, jusqu'au fin août, qui sera aussi prorogeable de mois jusqu'au fin octobre. Donc, ma propre analyse, je pense que est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord ou qui ne sont pas d'accord avec moi sur cette analyse-là, mais en analysant ce décret-loi, je pense que les délais pourront être prorogés par la période de suspension des délais prévus dans l'état d'urgence. Merci, voilà. Merci c'est Yacine. Je vais passer la parole à Ami Bakhili pour nous dire qu'est-ce que nous allons faire finalement. Quelles sont les obligations qui incombent aux entreprises en matière d'information. Pour rappel des délais, nous avons, enfin les entreprises normalement clôturent les comptes le 31/12, elles arrêtent jusqu'au 31 mars, hein, donc c'est là que nous on rentre en jeu pour faire le fignolage, etc. Certains parlent d'optimisation, pourquoi pas, parce que tant que c'est légal. Et le 31, on dépose l'alias fiscal. Le Covid nous a rattrapés, si je ne me trompe pas, le confinement, il nous a rattrapés vers le 20 mars. Et donc là, changement de stratégie. Donc, nous étions en train de clôturer les comptes et nous avons l'information. Alors, comment le commissaire aux comptes va réagir par rapport à cette information-là? C'est Amine. Donc moi, je vais faire une intervention par rapport aux obligations en termes d'information financière des entreprises. De manière générale, comme vous savez, les entreprises ils sont censées produire des états de synthèse qui comprennent un bilan, le CPC, l'ESG, tableau de financement et l'état des informations complémentaires. Donc ça, c'est Et les rapports de gestion, ils sont également censés produire toute information d'ici l'Assemblée des actionnaires. Les sociétés qui font appel public à l'épargne, en plus de ces informations, ils produisent d'autres informations. Je cite notamment le nouveau rapport ESG, le rapport sur l'environnement, sur le social, sur la gouvernance. Donc, tous ces documents, normalement, les entreprises sont censées les produire. Bien sûr, en respectant les délais, vous avez parlé du 31 mars pour les déclarations fiscales. Moi, il y a également l'arrêté de compte qui doit se faire 45 jours avant l'Assemblée générale des actionnaires. Le commissaire aux comptes, bien sûr, doit exploiter ses travaux, il doit remettre son rapport 15 jours avant l'Assemblée générale. Il y aura également un dépôt légal qui se fait 30 jours après l'Assemblée générale. C'est vrai que cet événement Covid a un peu chamboulé cette datation. Donc, dans ces documents, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise est tenue bien sûr, et doit tenir compte de tous les risques et les charges nés au cours de l'exercice, ou bien sûr d'un exercice antérieur. D'accord. Même s'ils sont connus entre la date de clôture et celle de l'établissement des états de synthèse. Et bien sûr, quand on voit que l'épidémie Covid-19, c'est un événement post-clôture qui n'a été décrété et il n'a commencé à produire ses effets qu'en 2020. Donc, automatiquement, les actifs et les passifs, ainsi que les charges et les produits mentionnés respectivement dans le bilan et dans le compte de produits et charges au 31 décembre 2019, sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences. Donc, ça, c'est important, il faut le souligner. Donc, aujourd'hui, on va produire de l'information financière, mais cette information financière ne doit pas tenir en compte des conséquences du Covid-19. Donc, les entreprises doivent prendre en considération les points suivants pour servir l'état d'information complémentaire. Donc, d'un point de vue compte, nous n'allons rien toucher, mais d'un point de vue information financière, l'éthique, l'état d'information complémentaire, l'épidémie Covid-19, c'est un événement post-clôture, donc c'est un événement qui intervient entre la date de clôture, qui est le 31 décembre 2019, et la date d'arrêt des comptes. Et bien sûr, à cette date-là, rien n'est prévu. Donc, il y a une imprévisibilité de l'évolution
de cette crise, et bien sûr de ses conséquences, et bien sûr qui constitue à cette date-là une incertitude susceptible d'affecter la pertinence de l'information comptable telle que présentée au 31 décembre 2019. Donc, les entreprises, les entités de manière générale, doivent indiquer cet événement dans un tableau, sur le tableau C5, c'est un tableau au niveau de l'éthique. Il s'appelle événement né postérieurement à la date de clôture. Même si la crise n'a aucun effet, parce qu'on voit que certaines entreprises dans notre environnement qui ne seront pas touchées de cette pandémie, je cite l'exemple des grandes surfaces de distribution, donc il y a un certain nombre d'entreprises qui ne vont pas être touchées, même si la crise n'a aucun effet sur l'activité, l'entité est tenue de remplir l'état. Si la crise dans l'éthique, autant que possible en fonction de la distribution d'informations. Il y a un problème de son, il y a une qualité. Oui, alors vous arrivez à m'entendre? Vas-y, je pense que c'est bon. C'est bon, je me rapproche un peu de mon PC. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, les entreprises doivent renseigner le tableau C5 sans toucher les comptes. Donc, les informations sur l'événement peuvent être soit de nature qualitative ou quantitative. Donc, quand on va commencer à renseigner le tableau C5, on va soit porter à la connaissance des tiers des informations qualitatives, on peut même parfois mettre des informations qualitatives. Je cite des exemples de la variation de chiffre d'affaires, la fermeture de site, l'abandon d'activité, licenciement. Donc, il y a un certain nombre d'exemples. Il est également fait mention dans l'état des informations complémentaires, autant que possible, et en fonction de la disponibilité de l'information, des événements favorables. Donc, il n'y a pas que les choses défavorables. On peut citer dans l'éthique également les événements favorables. Je cite des exemples. Une entreprise qui obtient des aides particulières, un soutien de la part des bailleurs de fonds, le rééchelonnement de certaines traites, des avances de trésorerie, et je m'en passe. Donc, dans le même sens, l'entreprise doit porter une information sur la pandémie au niveau de son rapport de gestion. Donc, il y a un effort à faire au niveau de l'éthique et un effort également à faire au niveau du rapport de gestion, car il ne faut pas oublier que l'objectif in fine, c'est d'informer l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires. Donc, ça, c'est le premier objectif. Et bien sûr, le commissaire aux comptes, il va respecter ça et contrôlera ça. Donc, on va voir plus tard, si vous me donnez la parole, sur les diligences spécifiques à cette pandémie. Vous allez voir que le commissaire aux comptes, il va essayer de contrôler est-ce que l'entreprise a bien communiqué sur cette pandémie ou pas. Merci, c'est Adib. Merci, c'est Amine. C'est Adib, je vais te poser la question suivante. Moi, je suis un chef d'entreprise et je ne m'y connais pas beaucoup en procédure d'audit et d'approbation des comptes. Je voudrais que tu m'expliques quel est le rôle du commissaire aux comptes dans le processus d'approbation des états de synthèse et quels sont les délais qui doivent être respectés pour transmettre les états de synthèse et le rapport de gestion au commissaire aux comptes. Donc, d'une manière très facile, très simple et très claire. Merci, C. Abdelaziz. Permettez-moi de revenir rapidement sur la place du commissaire aux comptes au niveau de la société. Si on revient par rapport à la loi, donc on trouve deux types de sociétés. Société à conseil d'administration anonyme et société à directoire et conseil de surveillance. Donc moi, je reviens juste par rapport à cette appellation qui me gêne un petit peu d'organe de contrôle. C'est que le commissaire aux comptes, ce n'est pas un organe de contrôle de la société. Il ne fait pas partie, ce n'est pas un organe de la société. Donc, ce n'est pas un organe de la société, c'est une personne indépendante. Lorsqu'on va au niveau de la loi, c'est un titre à part. On ne parle pas d'organe de contrôle, on parle de contrôle de la société anonyme. Et il est désigné un commissaire aux comptes qui est une personne physique ou morale désignée par, mais effectivement, on donne à l'Assemblée, d'accord, cette désignation, mais c'est régi, effectivement, c'est le législateur et l'indépendance, et donc ce n'est pas un organe de la société, mais c'est un contrôleur, comme un contrôleur financier dans une entité publique. Un organe de contrôle, on peut parler d'un comité d'audit. Alors, pour revenir à votre question, c'est Abdelaziz,
comme vous le savez, moi je vais parler de l'arrêté des comptes par le conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée. Effectivement, avant d'arriver au conseil d'administration, comme j'ai dit, je rappelle rapidement, donc il y a, durant toute l'année, le commissaire aux comptes, il fait des vérifications et de contrôles. À la fin d'année, il assiste aux opérations d'inventaire et ensuite, il assiste au conseil d'administration. Et le conseil arrête. À partir de cette date, le commissaire aux comptes, effectivement, il doit faire ses diligences, il va terminer et émettre son rapport. C'est-à-dire le commissaire aux comptes ne peut pas donner un rapport sur des comptes non arrêtés. D'abord, il faut que le conseil d'administration arrête les comptes. C'est une obligation. D'accord? Donc, je vais revenir après pour le projet de loi, pour tout ce qui est modification de la loi 2027. On parle de comptes provisoires. Ça, c'est entre parenthèses. Normalement, le commissaire aux comptes ne peut donner de rapport sur des situations provisoires. D'accord? Je parle de rapport d'opinion. Donc, les délais. Donc, il y a le conseil d'administration normalement. Les états financiers, normalement, l'Assemblée doit approuver les comptes maximum 6 mois après la clôture. Et le conseil d'administration doit donner au commissaire aux comptes 60 jours pour, effectivement, pour qu'il fasse son travail. Normalement, 60 jours. Et il y a 15 jours entre la date de convocation et l'Assemblée. Donc, en tout, ça fait 75 jours. Donc, les délais à respecter, normalement, c'est 60 jours. Donc, le commissaire doit terminer son travail et déposer avant 15 jours le rapport pour les assemblées générales. Aujourd'hui, le problème se pose. Il y a l'état d'urgence. Normalement, l'article 6, il suspend l'ensemble des délais. D'accord? Donc, l'ensemble des délais. Aujourd'hui, on peut ne rien faire et attendre jusqu'à, effectivement, la levée de l'état d'urgence. Et ça, c'est légal. Comme on peut pour les sociétés qui ont la possibilité de faire, je dirais, pour les assemblées générales, des visioconférences, parce que c'est interdit pour l'arrêté des comptes, aujourd'hui, au niveau de la loi. D'ailleurs, c'est l'objet du projet qui est en cours. Demain ou après-demain, normalement, il doit être arrêté pour donner la possibilité aux sociétés d'arrêter les comptes par le biais des visioconférences. Donc, aujourd'hui, je reviens, pour les sociétés qui ont déjà arrêté leur conseil d'administration, ils peuvent, sans attendre ce projet d'amendement, par le biais des visioconférences, à condition que ça soit mentionné au niveau de leur statut, faire leur assemblée générale en respectant les délais, c'est-à-dire le délai d'une convocation de 15 jours. Maintenant, pour les sociétés qui n'ont pas cette possibilité. Donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui changer les statuts pour pouvoir le faire. Ils doivent attendre ce projet qui, je ne sais pas si on doit en parler maintenant, qui présente certaines faiblesses. Alors, je commence par ce projet et donne la possibilité aux sociétés d'arrêter les comptes uniquement par le directeur général ou le PDG. Donc, des comptes provisoires. D'accord? Il ordonne de donner ces comptes provisoires au commissaire aux comptes. Là, le problème se pose. Est-ce que le commissaire aux comptes, il est obligé de travailler sur ces comptes provisoires et donner un rapport? Moi, je ne pense pas. De toute façon, nous sommes en train de travailler, on attend le projet, pour qu'on travaille sur le mode et le modèle d'attestation qu'on pourrait éventuellement donner sur la base des comptes provisoires. C'est toujours, on n'a pas encore commencé, on attend le projet. Je reviens par rapport à l'histoire de dépôt de l'alias, dépôt du bilan, l'alias fiscal. Il faut que ça ne soit pas lié. Parce qu'aujourd'hui, si on vous donne un exemple, une société qui arrête ses comptes le 20 février, par exemple, elle ne dépose pas l'alias fiscal, mais quand même, le commissaire aux comptes, il fait son travail. La question qui se pose, est-ce qu'il va émettre son rapport? Moi, je vous dis oui, parce que les comptes sont arrêtés. Ça n'a pas été déposé, c'est un risque fiscal que le commissaire aux comptes doit le soulever au niveau de son rapport et effectivement évaluer le risque si c'est possible et présenter les comptes devant l'Assemblée par le conseil d'administration avec le rapport d'opinion. Donc, cette liaison dépôt, c'est une obligation fiscale et non pas comptable. Et les risques fiscaux, effectivement, on peut les mettre au niveau de rapport d'opinion. Ça, pour vous répondre par rapport à la question, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires sont inférieurs à 20 millions de dirhams, par exemple. Ils n'ont pas déposé leur liasse fiscale.
Ils ont arrêté les comptes, peut-être. Donc, ils peuvent effectivement terminer le process, faire approuver les comptes par l'Assemblée générale et le commissaire aux comptes, il peut effectivement signaler cette observation si elle est significative et par rapport au taux d'impôt qui serait effectivement payé après, le signaler au niveau de rapport d'opinion. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à cela. Les délais, on en a parlé. Donc, il faut distinguer entre les sociétés qui ont les moyens de faire les assemblées avec tout ce qui est visioconférence, et là, ils peuvent continuer. Et ce n'est pas une obligation, parce que l'état d'urgence permet de suspendre les délais, donc ils peuvent attendre et reprendre après l'état d'urgence. Merci, c'est Adib, c'est très clair. En tant que chef d'entreprise, j'ai compris donc l'enchaînement des événements. Il me reste une clarification à avoir, et ça, c'est une question que je vais passer à Yassine Maguiri. C'est quelque chose de très pratique. Nous avons une question qui vient d'être posée. Est-ce que le rapport du commissaire aux comptes va être valable, sachant que nous n'avons pas vu les commissaires aux comptes et les auditeurs dans nos bureaux? Ils ne sont pas venus feuilleter les documents, ouvrir les classeurs, trouver les erreurs et aller dans l'usine voir si la cuve de pétrole est bien remplie, si le stock est à sa place, etc. Alors, est-ce que le rapport du commissaire aux comptes reste quelque chose de valable? C'est une question très importante et très légitime, c'est Abdelaziz. Donc, effectivement, ce a signalé Maître Redan, c'est que la mission de commissaire aux comptes, c'est une mission permanente. Normalement, donc l'état d'urgence, il a été déclaré le 20 mars. Et en pratique, donc la plupart des confrères, ils ont déjà effectué leurs premières interventions sur les comptes. Donc l'intervention intérimaire, donc l'assistance à l'inventaire physique, et puis même l'intervention avant la clôture de compte, qui est censée être normalement, je parle de la clôture du compte d'ordre fiscal, qui est censée être fin mars. Effectivement, donc cette pandémie, elle a bouleversé notre mode de vie, elle a bouleversé notre façon de voir les choses, elle a bouleversé aussi notre façon de travail. Mais cette fois-ci aussi, je tiens à féliciter en plein public les experts comptables parce qu'ils ont quand même montré une capacité d'adaptabilité et de réactivité exemplaire. Parce que tout le monde, il s'est mis en télétravail, tout le monde, il s'est outillé des outils de travail collaboratif et des applicatifs informatiques pour qu'ils puissent assurer une continuité de services qualitatifs aux confrères. Et à travers ces éléments-là, donc normalement, les confrères, ils sont censés entrer en contact avec leurs clients pour assurer les échanges directs avec les clients et récupérer les pièces comptables ou les pièces nécessaires à la réalisation de toutes les procédures d'audit nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Donc, normalement, les confrères, ils sont censés entrer en contact avec les clients pour qu'ils puissent récupérer ces éléments-là via ces outils collaboratifs. Aussi, le télétravail, il a permis aux confrères de récupérer et de partager les fichiers récupérés de la part de leurs clients avec leurs collaborateurs et même entre collaborateurs. Donc, il y a un travail d'équipe qui s'est organisé à travers cette problématique-là. Et aussi, il y a une assurance d'un suivi des travaux des collaborateurs et même un contrôle des travaux à distance des collaborateurs. Ça veut dire que le commissaire aux comptes, effectivement, sa mission classique, elle a été bouleversée, mais les confrères, ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'ils puissent réaliser leur mission à distance et pour qu'ils puissent assurer toujours un contrôle et un travail de qualité dans le cadre de leur mission de commissariat à compte. Voilà. Merci, Yassine. Moi, ce que je te propose pour ta prochaine intervention, c'est que tu peux utiliser une des deux oreillettes comme un micro en l'éloignant de la bouche. Je crois qu'on aura une meilleure qualité de son. Alors, mais ça n'enlève rien à la qualité de ton intervention, par contre. J'ai une question, c'est Amine. Nous avons un terme que nous utilisons beaucoup dans notre métier, c'est la continuité d'exploitation. Et les autres métiers de production, ils parlent de la continuité d'activité. Je pense que c'est un petit peu la même chose. Et malheureusement, avec la pandémie, on parle beaucoup de la continuité d'exploitation qui est compromise, qui risque d'être compromise.
Et je voudrais savoir d'une manière concrète, est-ce qu'on va traiter les entreprises d'une manière différenciée ou bien toutes les entreprises, on va mettre des réserves, comme a dit Maître Roudan, des réserves, voire des refus de certification, parce que nous avons vu leur patrimoine être affecté suite à la pandémie Covid-19. Très bien, Slargi. Moi, avant de vous répondre, je vais rebondir sur une question que je viens de filer par rapport à une interrogation d'un collègue sur comment le commissaire aux comptes va donner son rapport alors qu'il n'a pas fait ses diligences. J'ai un petit souci de sens, c'est Amine. Je ne sais pas à quoi c'est lié. Allô? Oui, oui. Là, c'est bon? Alors, on va essayer, vas-y. Je vais rebondir par rapport à une question qui a été posée par un collègue dans le forum de discussion sur comment le commissaire aux comptes va donner son rapport alors qu'il n'a pas fait ses diligences. Je tiens à rassurer tout le monde que le commissaire aux comptes ne donne jamais un rapport sans, bien sûr, n'avoir accompli à 100% de ses diligences. Heureusement que l'état d'alerte a été déclaré le 20 mars. Vous savez que le 20 mars, pratiquement tous les commissaires aux comptes, ils ont réalisé plus de 80% de leurs diligences. Parce que vous savez que c'est une mission permanente. Nous avons fait l'évaluation du contrôle interne en novembre, octobre. Nous avons fait une intervention intérimaire en novembre également qui touche les comptes arrêtés provisoirement en novembre-décembre. Nous avons assisté à l'inventaire physique en décembre, et puis il n'y avait pas de corona. Nous avons fait même des interventions plus ou moins pré-closing au cours de janvier-février. C'est-à-dire qu'à la date d'aujourd'hui, avant même la déclaration de l'état d'alerte, les commissaires aux comptes, ils ont fait pratiquement la totalité des diligences. Et après, le 20 mars, ils sont passés au télétravail, donc il y a des documents qu'on reçoit. Et le travail, je pense que les choses se déroulent dans de très bonnes conditions. Et je pense qu'avec avec la levée de l'état d'alerte, les commissaires aux comptes, ils pourront finaliser ce qui reste pour donner des rapports vraiment dans les règles de l'art. Je reviens à votre question. Donc, votre question, c'est par rapport, je pense, vous me corrigez, c'est Abdelaziz, c'est par rapport aux diligences que doit faire le commissaire aux comptes face à cette pandémie Covid-19. Non, ma question, c'était par rapport à la continuité de l'exploitation. La pandémie, nous, on l'a ressenti, la grosse alerte, c'était vers le 20 mars. Oui. Or, donc, quelles sont les répercussions? Est-ce qu'on va mentionner des réserves? Est-ce qu'on va le mentionner pour toutes les entreprises parce que toutes les entreprises sont touchées? Aujourd'hui, je défie n'importe qui de dire qu'il n'a pas été touché. Même les sociétés qui continuent à travailler, à savoir aujourd'hui les supermarchés par exemple, eh bien, les supermarchés, ils ont constaté une chose, c'est qu'en fait, les gens, ils achètent le strict nécessaire, tout ce qui est biscuiterie, chocolat, je ne sais pas moi, les crevettes, enfin tout ce qui peut être un petit peu superflu, eh bien, les gens, ils ne le prennent pas. Et donc, ça fait une diminution de marge, même pour ces sociétés qui travaillent. Les pharmaciens peuvent dire la même chose, etc., malgré qu'ils ont une grosse influence en ce moment. Donc, est-ce que nous allons tomber sur toutes les sociétés, on va faire des réserves et vous savez que quand un commissaire aux comptes ne certifie pas ou met des réserves sur les comptes, eh ben, le premier qui va freiner devant cette réserve ou devant cette refus de certification, c'est le banquier qui va dire, étant donné que vos comptes ne sont pas sincères, il y a du doute sur les comptes, donc je ne veux pas renouveler les facilités de caisse, les crédits, etc., etc. Donc, en fait, comment on va se comporter? Est-ce que ça ne concerne pas 2019? Est-ce que ça va le concerner? C'est de ça que j'ai besoin d'un éclairage de votre part, c'est Annie Bakli. Donc moi, je pense que par rapport à ce problème d'incertitude par rapport à la continuité d'exploitation, il y a lieu de distinguer deux situations. Donc la première situation, la continuité d'exploitation est liée directement à la pandémie Covid-19. Donc ça, c'est le premier cas. Que l'entreprise, il n'avait pas de problème, sauf qu'on
en avril, fin mars-avril, on a commencé à sentir qu'il y a un problème d'incertitude par rapport à la situation, mais qui est directement à Covid-19. Donc, selon la loi comptable, l'arrêté des comptes selon le principe de continuité d'exploitation n'est pas remis en cause par des événements ayant pris naissance après la clôture de l'exercice. Donc, ça, c'est le concept qu'il faut retenir. Donc, dans l'hypothèse où le principe de continuité d'exploitation serait remis en cause par des événements post-clôture, de tels événements relèvent de l'information à mentionner uniquement dans l'éthique et ne justifient pas la production de comptes en valeur liquidative. C'est le commissaire aux comptes, il doit s'assurer que l'entreprise a décrit bien l'événement dans l'éthique, dans le rapport de gestion, d'accord? Et aucunement, même s'il y a un risque qui apparaît en 2020 et qui concerne la continuité d'exploitation, aucunement les comptes ne doivent être refaits selon la valeur liquidative. Donc, ces prescriptions s'appliquent aux états de synthèse de l'exercice clos au 31 décembre 2019, bien sûr, ainsi que à ceux des exercices qui sont clos en 2019 de manière générale, mais avant le 31 décembre, dans le cas où les comptes ne sont pas encore arrêtés par l'organe habilité. Donc, dans cette situation, le commissaire aux comptes suit les diligences présentées. Donc, il va essayer de voir est-ce que l'entreprise a bien communiqué dans l'éthique et dans le rapport de gestion. Et il n'y a pas une réserve à faire dans ce cas. Ceci dit, il peut faire une observation attirant l'attention sur l'information, bien sûr, fournie dans l'éthique, indiquant l'existence d'une incertitude significative susceptible de remettre en cause ce principe de continuité d'exploitation. Donc ça, c'est la première situation. C'est-à-dire qu'on a un problème de continuité qui est dû au Covid-19. La deuxième situation, c'est si l'incertitude significative sur la continuité d'exploitation existait bien avant la pandémie. L'arrêté de compte, selon le principe de continuité d'exploitation, est remis en cause dans ce cas, automatiquement, et la société doit faire ses comptes selon la valeur liquidative. Donc, le CAC déroule sa procédure normale d'alerte, qui commence généralement par l'envoi d'une lettre au président, du conseil d'administration, au conseil de surveillance, le gérant dans le cadre d'une SARL. Le commissaire aux comptes engage bien sûr sa responsabilité s'il ne déclenche pas cette procédure d'alerte, élément essentiel du processus de prévention de difficultés. Et cette alerte déclenchée suppose que le commissaire aux comptes a relevé des faits de nature à provoquer une cessation de paiement, bien sûr, comme ce que vous avez dit, si aucune mesure de redressement n'est prise en temps utile. Donc ça, c'est par rapport à ce que doit faire généralement le commissaire aux comptes. Et bien sûr, il faut distinguer les deux situations. Est-ce que la continuité a une source Covid-19 ou pas? Merci, c'est Abdelaziz. Abdelaziz, je peux intervenir rapidement sur ce point aussi? Oui, avec plaisir, Adib. Tu as la parole. Merci. Alors, rapidement, d'abord, un petit mot sur le rapport d'opinion, le risque c'est-à-dire que le commissaire aux comptes donne un rapport sans qu'il fasse le travail. Bon, il peut ne pas donner carrément et dire qu'il y a une impossibilité de faire la mission si le cas se présente, si à travers le travail à distance, il n'arrive pas à avoir des informations fiables lui permettant de certifier les comptes. Et là, il peut le dire vu le contexte. Donc, on n'est pas obligé, si on n'arrive pas à nous prononcer, si le client, l'audité, n'a pas les moyens de travailler à distance, et donc on ne peut pas émettre notre rapport, ça va être un rapport avec une limitation, une impossibilité de faire la mission. Alors pour revenir, comme a dit, juste pour continuer par rapport à ce qu'a dit c'est Amine, il faut qu'on se positionne par rapport au référentiel d'audit. Soit on audite selon le Code général d'organisation comptable, c'est notre référentiel, soit par rapport au compte IFRS. Donc, par rapport à la situation c'est-à-dire d'abord, que doit faire l'entreprise par rapport au CGNC? CGNC, il est clair sur ces points-là. Donc, il y a comment traiter les événements postérieurs à la clôture. Donc, le cas de Covid, c'est après la clôture. Il est né après la clôture. Donc, tout impact significatif sur les comptes ne doit pas donner un changement des comptes. C'est juste, comme a dit Amine, une information au niveau des états d'information complémentaires. C'est le travail d'établissement des comptes. D'accord? Et s'il n'y a pas remise en cause la continuité de l'activité d'exploitation, on peut s'arrêter
et reprendre après. Mais s'il y a un problème de continuité d'exploitation, là aussi, de toute façon, le Conseil national a travaillé sur une directive. Là aussi, il n'y a pas lieu de changer les comptes. C'est une information donnée au niveau des états d'information complémentaires. Par contre, si on est sous les IFRS, pour les comptes consolidés par exemple, les IFRS, l'IAS 10, elle t'oblige à modifier les comptes s'il y a remise en cause de continuité d'exploitation. Même si c'est après l'arrêté des comptes, si l'événement n'a pas pris naissance avant les comptes, il faut revenir. Donc, il faut juste qu'on différencie. Maintenant, nous, commission aux comptes, par rapport au référentiel d'audit, on doit donner, si l'entreprise s'est conformée au référentiel CGNC, donc on n'a pas de problème là-dessus. D'accord? S'il ne s'est pas conformé au référentiel et aussi à l'avis du Conseil national de comptabilité qui est en cours, concernant le traitement de certains points touchés par le Covid, on doit émettre soit des réserves, soit des observations. Donc peut-être que Amine, déjà, il a parlé des points à mettre au niveau de l'éthique C5, de parler de l'incidence du Covid sur les comptes au tas d'informations complémentaires, il faut le mettre. Ça, si les comptes ne sont pas arrêtés. Si les comptes sont arrêtés, il faut effectivement que l'entreprise, que la direction s'engage à communiquer cette information à l'Assemblée générale et le commissaire aux comptes doit veiller à cela. Donc voilà, si je voulais juste compléter ce qu'a dit c'est Amine. Merci, c'est Aziz. Merci, c'est Adib. Je dirais un petit peu c'est promonitoire. Je ne sais pas si on voyait venir, mais je me rappelle que depuis 2 ans, notre profession ainsi que d'autres ont mis le turbo sur tout ce qui est digitalisation. Et heureusement que la plupart des administrations avec lesquelles on travaille, à savoir l'administration fiscale, la CNSS, ont franchi un pas important. Et dans notre profession aussi, nous avons accéléré donc la digitalisation, aussi bien chez nous que chez nos clients, ce qui fait que la plupart des documents que nous, on traite aujourd'hui, ce sont des documents qui sont scannés. On utilise beaucoup la gestion électronique des documents. Et pareil, l'administration fiscale, quand elle fait des contrôles, aujourd'hui, ne vous demande pas de sortir les classeurs, mais uniquement pour vérification. Mais sinon, ce sont des fichiers qu'on lui donne. Et ils aiment beaucoup les fichiers Excel parce que ça leur permet de faire des croisements dans tous les sens, etc. Donc, en fait, l'audit, il y a 2 aspects. Il y a l'audit qu'on peut faire à distance, même dans nos missions, parce que l'audit, ce n'est pas uniquement lors de notre présence dans les entreprises, mais il y a beaucoup de travail d'analyse qui est fait dans le cabinet, sous la supervision du commissaire aux comptes et d'autres experts, etc. Et il y a une partie qui est faite dans l'entreprise où, heureusement pour cette année, la partie contrôle interne a été faite avant décembre. C'est-à-dire pour vérifier si les sécurités de l'entreprise fonctionnent bien, etc. Et puis, le stock, il a été vérifié au 31 décembre. Donc, en fait, sur ces choses-là, on est un petit peu tranquille. Donc, en fait, nous espérons tous de sortir de cette crise et qu'elle ne se répète plus, parce que si c'était venu, malheureusement, avant décembre, on aurait eu un problème, effectivement, sur le caractère probant de la vérification du stock et de la vérification d'un certain élément du patrimoine passif et actif de l'entreprise. Et donc, en fait, devant tout ça, finalement, dans le process, on arrive aux assemblées générales et au conseil d'administration. C'est là que je vais poser la question à Nisrine Roudan pour nous éclairer là-dessus. La pandémie est en train de nous challenger. Et comment les experts comptables et les conseils juridiques que vous êtes vont s'organiser pour s'en sortir, pour organiser les AGO. Donc, je sais que Nisrine, vous allez organiser dans la commission juridique et fiscale une visioconférence certainement sur l'Assemblée générale, mais je voudrais que tu nous brosses un petit peu le tableau et de nous donner quelques éclairages sur la partie pratique de l'organisation de ces assemblées. Merci Abdelaziz. Écoute, dans notre vie de tous les jours par rapport à tout ce qui est volet qu'on appelle nous le secrétariat juridique, c'est bien simple. On a 2 cas de figure. On a le cas de figure des clients qui sont bien conseillés, que dès le départ, au moment où ils ont décidé d'investir au Maroc, de constituer leur société, ils se sont entourés de bons professionnels.
quand c'est le cas, quand on a recours à de bons professionnels, on est en présence généralement de statuts bien rédigés, d'une documentation sociale qui est ficelée. Et dans le cas d'espèce, les hypothèses de la visioconférence, du vote par correspondance sont des hypothèses et des moyens qui sont déjà prévus dans les statuts. Et du coup, par rapport à ces derniers, on n'a pas rencontré de difficultés majeures puisque c'est des mécanismes qui ont été déjà prévus dans les statuts, qu'on a su un petit peu en utilisant les moyens technologiques, et là je parle bien sûr des business qui sont structurés non seulement en matière de recours à des professionnels de qualité, mais aussi en moyens techniques et technologiques. Ils sont outillés pour faire face à ce genre de situation. Donc, les difficultés, en toute honnêteté, n'ont pas été majeures parce qu'il y avait l'outillage technique en matière de visioconférence, des mécanismes sécurisés. J'irais même plus loin, on était en présence de clients avec des signatures électroniques et certifications qui étaient faites. Donc, par rapport à cela, à ce secteur que j'appellerais structuré et bien organisé, il n'y a pas eu de difficulté. La grosse difficulté, elle venait des sociétés un petit peu qui ont eu recours à des moyens de constitution de sociétés bricolés en chopant sur Internet des statuts ou en recourant à des prestataires de services pas performants. Dans cette hypothèse-là, là, il y a le problème. Là, la visioconférence ou le vote par correspondance ne sont pas prévus dans les statuts. Et quand je parle essentiellement de la SA. Je n'évoque pas le cas de la SARL parce que c'est un autre cas bien particulier. Dans ce contexte-là, il y a eu blocage par rapport à la tenue des conseils d'administration et il y aura blocage par la suite en ce qui concerne tout ce qui est tenue des assemblées générales. Heureusement, le législateur il s'en est rendu compte face à cette situation de Covid-19. Monsieur Ben Brahim l'a évoqué tout à l'heure, il y a un projet de loi, le 27-20, qui concerne justement les assouplissements qui vont être apportés aux moyens de tenue des conseils d'administration et des assemblées générales. Là, on va pallier à ce vide qu'on rencontre dans les statuts de la majorité écrasante des sociétés qui constituent l'écosystème marocain en leur donnant la possibilité d'utiliser la visioconférence, quand bien même celle-là, elle n'est pas prévue dans les statuts. Mais quand bien même, je dirais, on a donné cette possibilité-là, en tant que praticien, et le rôle de ces tribunes-là, c'est justement de vulgariser l'information fiscale et l'information juridique et de permettre un petit peu aux gens qui n'ont pas les moyens de s'entourer de professionnels de qualité d'avoir accès à une information fiable. Encore là, il faudra faire attention un petit peu aux moyens techniques qui vont être utilisés, aux moyens de preuve, aux pratiques qui un petit peu sont monnaie courante aujourd'hui, par exemple le PV tournant que certains utilisent. Il faut faire attention en ce temps de crise, de pandémie, de Covid-19, au recours à ce genre de situation. Et si on utilise la visioconférence, il faut s'entourer des moyens techniques nécessaires pour permettre par la suite d'aménager la preuve, parce qu'au moment de contestation, surtout quand on est dans des structures où il y a des tensions, où il y a des crises peut-être entre associés ou actionnaires, là, il faut un petit peu se projeter, d'être proactif, d'anticiper un petit peu tout ce qui va se passer au moment de la reprise des tribunaux. Et puis, en matière de contestation, parce que la contestation, peut-être, elle ne va pas intervenir aujourd'hui, en dehors de la suspension des délais légaux dont on a parlé, notamment en vertu du décret-loi du 24 mars, il y a des délais de prescription qui sont assez lents. Généralement, on est sur une prescription quinquennale, ce qui donne la possibilité aux parties de contester des documents sociaux, des décisions qui peut-être sont prises aujourd'hui, mais ultérieurement, quand les choses n'iront pas bien ou lors d'opérations de fusion-acquisition ou de cession d'actifs, ces documents-là font l'objet d'audit et toutes les défaillances juridiques qui existent, c'est des éléments qui vont ressortir et qui peut-être seront nuisibles au bon déroulement des opérations. Donc tout cela, c'est des opérations, c'est des éléments auxquels il faut faire attention. On y reviendra avec beaucoup plus de détails quand on discutera de la tenue des conseils d'administration et des assemblées générales. Hier, on a tenu une commission juridique et fiscale au cours de laquelle l'un des membres, notamment Sylvain Alasser, a fait une brillante présentation par rapport à cela. Ce qu'il faut insister, c'est
c'est qu'il faut faire attention à une obligation, je dirais, de vigilance qui aujourd'hui, elle est renforcée et qu'il ne faut pas prendre les décisions dans la précipitation et qu'il ne faut pas se cacher derrière le Covid-19 pour dire que les organes de gestion d'une société, notamment le conseil d'administration ou le directoire, on est en phase de crise, on ne peut pas gérer. Au contraire, c'est au moment où il faut utiliser ces moyens technologiques, mais moyens technologiques sécurisés, en faisant attention un petit peu aux règles aussi, je mentionnerai, de quorum et de majorité, parce que là aussi, il y a des pièges auxquels il faut être vigilant. Mais en tout cas, je salue le travail proactif du législateur qui a apporté des assouplissements en la matière et qui nous permettra aussi bien juristes que commissaires aux comptes ou experts comptables d'accomplir notre mission dans les meilleures conditions en faisant toujours preuve de vigilance parce qu'en tant que professionnel, notre responsabilité, c'est une responsabilité qui est regardée avec beaucoup plus de rigueur et on a une obligation de moyens renforcés, sinon de peut-être des fois même de résultats. Merci Nesrine. C'est très important ce que tu as dit. Je vais enchaîner avec les questions donc de nos invités. J'ai notamment Nasser Ibn Nani Abdelhak, qui est le président de la commission juridique et fiscale, qui attire mon attention sur la terminologie. Il me dit: tu as bien fait de ne pas parler de dépôt de bilan, mais de parler de liasse fiscale. Et là, on arrive à une autre terminologie qui est le dépôt des états de synthèse. Et donc, j'aurais bien aimé poser cette question à Yacine El-Magheri qui a peut-être quelques contraintes, ce qui fait que je vais la poser finalement à Amine. Donc, concernant la publication des états de synthèse et des rapports des CAC, on l'a fait depuis l'année dernière, je pense, d'une manière correcte auprès des tribunaux. Malheureusement, sur un plan pratique, les tribunaux ne fonctionnent pas de la même façon. Sur Casablanca, nous avons une pratique un petit peu souple, dans la mesure où on dépose des états de synthèse avec uniquement le PV de l'Assemblée générale signé et cacheté par les associés ou les actionnaire. Par contre, à Rabat, on exige d'autres formalités ou dans d'autres villes de l'enregistrement, voire d'une signature électronique des documents. Or, ce sont des techniques qui ne sont pas encore mises en place. Donc, en fait, sur un plan pratique, c'est Amine, je voudrais que tu me parles sur un plan juridique, mais sur un plan pratique aussi, de ce dépôt des états de synthèse auxquels on va être confronté. Micro, Amine. Oui, voilà. Comme vous avez dit, donc, je pense qu'on a résolu le problème de dépôt de déclaration fiscale. Ce qui reste, c'est le dépôt légal. Aujourd'hui, je pense que au niveau de juridiction, on est en train, progressivement, de passer à la digitalisation à 100%. Donc, je pense que très prochainement, on va commencer à déposer des états de synthèse, rapports de commission en compte, de manière digitalisée. Et à l'égard de ce qui se fait au niveau de la DGI, au niveau de la CNSS, on aura également le tribunal 100% digital. Donc, je pense que ça répond en partie à la question. Mais bon, avec cette pandémie, cette année, il y aura des problèmes parce qu'aujourd'hui, même d'un point de vue datation, d'un point de vue délai de dépôt, n'est pas encore clair quand est-ce qu'on va déposer. Je pense qu'il y a un projet de loi qui va trancher sur les échéances légales, de dépôt légal. Mais je pense que cette année, beaucoup plus qu'avant, on va trouver un certain nombre de difficultés. Merci, c'est Abdelaziz. Très bien. Je pense il y a Nesrine qui voulait intervenir sur cette question.
Ouais, si tu le permets, c'est Abdelaziz, en confirmant ce qu'a précisé M. Barkili en la matière, il y a un mouvement de digitalisation qui a été accéléré par le Covid-19 au niveau des juridictions marocaines. Déjà que les services du greffe pour la majorité ont été dématérialisés au jour d'aujourd'hui, mais là, on est passé un petit peu à la vitesse supérieure pour permettre l'accélération de ce mouvement de digitalisation. Donc, tout ce qui concerne le secrétariat greffe, et notamment le registre de commerce, c'est des procédures qui ont été intégralement et totalement dématérialisées. Et il y a effectivement, comme vous l'avez souligné, un projet de loi qui va consacrer cette question, mais il y a aussi, on va revenir un petit peu à l'origine de la déclaration de cet état d'urgence sanitaire, notamment l'article 6 du décret-loi qui parle de la suspension des délais légaux et réglementaires. On est en présence de délais légaux et réglementaires. Les délais légaux et réglementaires, non seulement en matière de tenue des conseils d'administration, des assemblées générales, mais aussi en matière de dépôt, de formalités, de publication, etc. Donc, si on en vient à une interprétation juridique que le fameux texte spécifique intervienne ou pas, on a un texte général qui a établi des mesures exceptionnelles et on est sous la coupe de cet article 6 et cette suspension de délai. C'est Adib, micro. Ben justement, c'est ce qu'a dit Maître. Effectivement, je voulais réagir par rapport à cela. C'est l'état d'urgence. Donc, il y a l'article 6. Donc, il faut attendre la levée de l'état et bien sûr commencer à décompter le délai à partir de cette date-là. Normalement, nous avons un mois après la tenue de l'Assemblée pour déposer les états financiers. Donc, aujourd'hui, on va attendre la levée de l'état. On a le droit. Et bien sûr, une fois c'est levé, le délai commence à courir et on déposera les documents. Si vous m'excusez, en matière de SA, on a un délai de 60 jours. Le délai de 30 jours, c'est... Tout à fait, 60 jours. Oui, 60 jours, 60 jours. Donc, il faut juste attendre pour commencer à décompter la levée de l'état d'urgence. Je pense sincèrement qu'en la matière, pour des considérations comme celle-là, que un petit peu les organes de l'administration vont faire preuve de flexibilité, en dehors de l'effort de digitalisation qui est entrepris en ce moment-là pour accélérer l'opération. Nisrine, une question. Le législateur a donné une certaine flexibilité aux sociétés anonymes pour ce qui concerne la visioconférence. Pour la SARL, il n'y a pas eu... Pardon? Non. Pour la SARL, les gens se posent la question, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, avec plaisir. En fait, ta visioconférence aujourd'hui me permet de faire de la publicité pour celle qui va venir, et tant mieux. Écoute, effectivement, là, aujourd'hui, le législateur, il est intervenu ou il va intervenir en matière de SA. En revanche, la SARL, elle a, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est laissée de côté. À ma connaissance, il n'y a pas de projet de loi qui va intervenir pour apporter des assouplissements en la matière. Ceci étant, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, entre praticiens, confrères qui travaillent en matière de FUSAC, de M&A et qui sont en période de secrétariat juridique, on est arrivé un petit peu aujourd'hui à la conclusion pour se dire, écoutez, pour des considérations peut-être d'être fancy ou en tout cas d'image auprès du public, souvent on a adopté la forme de la société anonyme et qu'on a réalisé qu'aujourd'hui, en cette période de crise de SARL, que la SARL était peut-être une structure beaucoup plus appropriée avec la flexibilité et la facilité de gestion. Bon, on n'a pas les mêmes contraintes de tenue des organes de gestion. Pour la SA, c'est soit le directoire, soit le conseil d'administration avec les règles de quorum et de majorité. En matière de SARL, on a la gérance. La gérance, on sait très très bien que les décisions sont prises en toute simplicité et flexibilité, quand bien même on serait dans des situations de cogérance. En matière de tenue des assemblées générales, écoutez, généralement, il s'agit de petites structures. Les associés, généralement, ne sont pas nombreux, sachant que généralement, dans ce genre de statut, ce qui est prévu par la loi, on inclut la consultation écrite. Donc, généralement, on n'arrive pas à une pratique de PV tournant, mais en tout cas à une consultation écrite qui permet de tenir un petit peu, de continuer le mode de fonctionnement de ces SARL sans que ça soit fortement impacté par le Covid-19. Ce que je voudrais aussi souligner, et ça c'est la deuxième partie du Covid-19, on a eu le Covid-19 du 20 mars au 20 avril.
on a maintenant la deuxième partie du Covid, post-20 avril. Ce qu'on a réalisé, c'est que dans les fameuses autorisations qui sont délivrées par les autorités, il y a pour aller travailler et pour mesures exceptionnelles. Et dans ce cadre-là, les organes de gestion, ça fait partie de leur mission d'aller travailler, de prendre les décisions, et que ces décisions généralement qui sont prises, elles ont un impact extrêmement important sur la survie de cette entité économique, dont généralement génératrice d'emplois et de revenus pour d'autres personnes, et que plusieurs membres d'organes de gestion, ils utilisent cette exception-là pour se réunir en respectant les mesures de distanciation, de sécuritaire et sanitaire, pour tenir valablement leur conseil d'administration, leur réunion, ou voire même leur assemblée. Ceci étant dit, je n'invite pas, ce n'est pas une invitation déguisée à ce que les gens violent les mesures prises en matière d'urgence sanitaire, mais en tout cas pour préciser l'état de la pratique en la matière. C'est Abdelaziz, une petite précision rapidement, vous permettez? Alors, juste par rapport à la visioconférence, une précision. Maintenant, même si les statuts le prévoient, ce n'est pas possible pour l'arrêté des comptes. C'est-à-dire aujourd'hui, pour les sociétés anonymes, c'est interdit d'arrêter les comptes par le biais des visioconférences. C'est juste une précision. Merci. Effectivement, je confirme, mais en revanche, ce que prévoit le législateur dans le projet de loi, c'est que c'est une prérogative aujourd'hui qui est accordée au directeur général, au PDG ou au président du conseil d'administration d'arrêter de façon provisoire. Chose qui sera soumise après la levée d'état d'urgence, il faudra les soumettre au conseil d'administration dans les 15 jours qui suivent pour approbation. C'est Abdelaziz. Micro, c'est Abdelaziz. On ne vous entend pas, votre micro. Oui. Oui. Alors, j'ai une question de Sibon Ousmane qui me dit, même pour les questions, pour les sociétés structurées, le conseil d'administration en visio ne peut couvrir les décisions d'arrêter des comptes. Autrement dit, la visio n'est pas forcément, c'est une solution provisoire, mais toutes les décisions qui sont prises devront être entérinées d'une manière définitive et sur papier, je dirais, une fois qu'on est sorti de cette période de confinement que j'espère sera brève et complètement derrière nous dans quelques temps. Alors, pas toutes les décisions. Dans le cadre de la visioconférence. Certaines sont parfaitement valables et n'ont pas besoin d'être entérinées, dans la mesure où on respecte les conditions techniques concernant la tenue de la vision et aussi les conditions de preuve, parce qu'il faut garder cet élément-là présent à l'esprit. Mais pas toutes les décisions ont besoin d'une approbation par la suite. Ça, c'est un point extrêmement important. Et puis, il faut savoir que la visio, elle a apporté des assouplissements en matière de tenue des conseils d'administration, parce qu'en dehors de la vision, on avait besoin de l'obligation de la présence effective de la moitié des administrateurs pour tenir ces conseils d'administration. Assouplissement obstacle aujourd'hui qui est surmonté avec la visioconférence. Mais en revanche… Exactement, ça va donc assouplir. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le système de visioconférence doit permettre l'enregistrement. Alors là, cet élément est très très important, cet élément de preuve. Il y a trois conditions essentielles en matière de visioconférence. Il faut d'abord permettre l'identification, et ensuite il faut permettre la sécurisation et ensuite l'enregistrement à des fins de preuve. Donc, dans la mesure où ces trois conditions-là sont réunies, il n'y a pas de souci par rapport à la visioconférence. En revanche, la visioconférence n'est pas la panacée à toutes les situations. On a la situation des sociétés cotées pour la tenue de leur assemblée générale. Ça, on va en parler lors de notre visioconférence, et notamment par rapport à la problématique concernant le capital flottant. Parce que du capital flottant. Mais ça, c'est concernant les sociétés cotées, et c'est une autre problématique qui ne relève pas peut-être de ce débat. Alors, c'est un sujet très, très intéressant. On va se donner encore 10 minutes pour libérer la salle. C'est Adib, on doit libérer la salle dans 10 minutes, si vous permettez. D'accord, rapidement. Il y a d'autres visios qui vont reprendre le relais. Alors, il faut savoir que… Non, je vais te donner la parole, il n'y a pas de souci. Il faut savoir qu'en fait, pour des questions de logistique, nous avons les informaticiens de la Chambre et tout le personnel, je tiens à les remercier, qui sont
le support de toutes ces visioconférences, ils n'arrêtent pas de la journée. Ils font des heures de malade, même le week-end, et je tiens à remercier toute la logistique que la Chambre de commerce met en place pour la réussite de ces visioconférences. Donc, je vais te donner, Adib, rapidement la parole. Si Yassine Guéry, je ne sais pas où il est, et ça serait bien qu'il nous rejoigne parce que j'ai des questions de la salle qui posent des questions. Donc, c'est Adib. Alors, rapidement, je reviens par rapport à la question de Seboum Smak. Alors, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'arrêter les comptes. Le Conseil n'a pas le droit d'arrêter le compte via la visioconférence. Ça, on n'en parle pas. Par contre, effectivement, d'autres décisions, c'est possible de les prendre via la visioconférence. Maintenant, le projet de loi. Le projet de loi, il parle de 2 points. Le premier, s'il passe, c'est une dérogation. Il permet au conseil d'administration d'arrêter via visioconférence, s'ils ont les moyens. Et dans ce cas précis, ils n'auraient pas besoin c'est-à-dire après la levée d'état d'urgence, de redéposer. C'est fini. C'est d'accord. Maintenant, pour les autres qui n'ont pas les moyens. Et là où il faut travailler et parler des comptes provisoires arrêtés par le directeur général, les 10 comptes, ils seront après présentés au conseil d'administration pour être arrêtés de manière définitive. Donc, je voulais juste faire cette précision. Merci. Très bien, très bien, très bien. Alors, j'ai plein de questions. C'est Amine, s'il te plaît. La salle se demande, me pose des questions sur la procédure d'alerte. Nous avons une procédure d'alerte au Maroc et nous avons si on veut faire du droit comparé, une procédure d'alerte en France. On parle de la France parce que c'est ce qu'on connaît de mieux. Quelles sont les différences et quelle est la pertinence de la procédure d'alerte au Maroc et où est-ce que sur un plan pratique elle apporte des bienfaits pour l'entreprise ou pas? Micro. Amine, micro. Allô? Micro. Est-ce que vous pouvez activer le micro de Sibakili? Voilà, c'est bon. Vas-y. Non. Non, il y a un problème. Est-ce que la technique peut activer le micro? C'est Rifqi. Merci pour ton aide. C'est M. Bakeli qui active le micro lui-même, c'est pas non. Donc, non, on peut désactiver, on ne peut pas activer. D'accord. Amine. Wallo, wallo. Amine. Alors. Est-ce que c'est un cas de force majeure? Je passe la parole à Adib en attendant. Donc, Adib, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous éclairer sur la procédure d'alerte avec une... Alors, excusez-moi, je voulais juste revenir par rapport, si vous permettez, par rapport à la question. C'est juste par rapport au lien, par rapport au thème. J'aimerais bien savoir de quoi on souhaiterait parler, parce que par rapport au Covid, il faut que ça soit cadré par rapport au terme d'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'est pas là pour faire une comparaison entre deux manières de faire, mais par rapport à un contexte actuel. C'est juste une précision par rapport à la question. Merci. C'est juste une définition parce qu'en fait, on a beaucoup de questions par rapport à la procédure d'alerte et il y a beaucoup de contentieux. Il y a beaucoup de contentieux en fait quand le commissaire aux comptes n'a pas alerté convenablement les actionnaires. Donc, c'est pour ça que nous avons des questions de ce type. En France, si je ne me trompe pas, la procédure d'alerte, elle peut aller jusqu'à prévenir le procureur de la République. Au Maroc, ça s'arrête au niveau des actionnaires. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, juste rapidement par rapport à la responsabilité du commissaire aux comptes, par rapport à la procédure d'alerte et par rapport aux faits délictueux. Effectivement, en France, on peut, c'est-à-dire aviser le président. Au niveau du Maroc, au niveau du projet de la loi, il y avait cette disposition, mais n'a pas été retenue
au niveau de la loi sur la SA. Donc aujourd'hui, s'il y a des choses à révéler, c'est à l'Assemblée générale, au président du Conseil, à l'Assemblée générale. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Maître Boudan. Je confirme effectivement dans le dernier lifting qu'on a eu par rapport à la SA, dans les travaux préparatoires, il y avait cette notion de lanceur d'alerte, cette courroie de transmission et ce pouvoir qui aurait été étendu au commissaire aux comptes pour leur permettre de saisir le procureur du roi. En revanche, aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais ceci étant, je confirme ce que vous avez dit, il a l'obligation de lancer l'alerte auprès de l'actionnariat de la société sous peine d'engager sa responsabilité et d'être solidaire avec les organes de gestion de la société. Tout à fait. Micro, si Abdelaziz. Dans les SARL, comme tu le sais bien, le tissu national est composé dans sa quasi-majorité de SARL. Donc, quid de la SARL qui a prévu dans ses statuts la visioconférence? Est-ce qu'elle ne risque pas d'être attaquée par un minoritaire ou par un associé qui prendrait la mouche et de mettre en difficulté les décisions qu'aurait prises l'Assemblée générale par visioconférence dans une SARL qui a prévu la visio dans ses statuts? Écoute, tu sais très bien qu'en matière de gouvernance d'entreprise, on est en présence d'un droit extrêmement formaliste, dont les conditions et les contours ont été d'abord déterminés par le législateur. Le législateur marocain, dans la version actuelle, la visioconférence n'est pas un moyen qui est prévu en matière de SARL. Je pense que quand bien même cette visioconférence serait prévue dans le statut, ne serait pas considérée comme un moyen de preuve valable pour la tenue d'une assemblée générale. Ce qui me pousse un petit peu dans ce raisonnement-là, c'est de considérer que le législateur en matière de société commerciale dans la société à responsabilité limitée a prévu la consultation par écrit. Donc, pourquoi il aurait prévu la consultation par écrit et exclu la visioconférence? Ce n'est pas un moyen qui est prévu aujourd'hui. Personnellement, je ne le recommande pas à mes clients, quand bien même il serait inclus dans les statuts, parce que là, ça laisse la porte ouverte aux contestations par la suite et qu'on peut surmonter cet obstacle facilement en ayant recours à une consultation écrite pour éviter les risques de contestation par la suite ou d'invalidité de délibération d'assemblée générale. Le micro. Une question à Yacine qui vient de nous rejoindre. Il paraît que maintenant, tu as réparé le micro. Bravo Yacine. Alors, on parle des SARL parce que ça constitue quand même la majorité du tissu national et même dans d'autres pays. On a omis, mais quand on parle de la SAS, c'est aussi la SA, mais avec une gouvernance un peu plus facile. Pour la SARL, qu'est-ce qu'on peut conseiller, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça soit fluide par rapport à ton retour d'expérience, Yacine? Qu'est-ce que font les SARL en ce moment pour arrêter leurs comptes et et en prévision de déposer les états de synthèse? Bon, de toute façon, pour l'arrêté des comptes, pour la SARL, c'est un peu simple parce qu'il y a la gérance qui arrête les comptes. Donc, c'est pas comme les sociétés anonymes. Donc, le gérant, il peut arrêter les comptes à tout moment. Donc, c'est un peu plus facile. Maintenant, par rapport aux assemblées générales, tant qu'il n'y a pas une disposition légale nouvelle relative au Covid, je pense que on n'a pas d'autre choix que d'attendre la levée de confinement et puis recompter les délais à partir de ces dates-là. Parce que sinon, rien n'est prévu par rapport à ça. Je pense que physiquement, ça va être difficile à ce que les SARL se réunissent, les associés se réunissent pour approuver les comptes. Donc, dans ce cas-là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est d'attendre la fin de l'état d'urgence pour qu'on puisse approuver les comptes dans les SARL. Ou peut-être que le législateur va prévoir aussi une disposition dérogatoire
à l'instar de ce qu'il a fait en matière des sociétés anonymes. Mais à l'état actuel, on doit attendre. On n'a pas le choix. Mais faute d'intervention législative, je pense que la pratique, que le recours à une consultation écrite reste parfaitement valable et pratique dans ce genre de situation, surtout si on prend en considération que c'est des structures avec des associés généralement qui ne sont pas nombreux. Donc, c'est parfaitement possible et qui permettra d'éviter un petit peu d'attendre et de se cacher derrière cette suspension de délai. Alors, une question pratique, Maître Houdan. Dire qu'il y a une consultation écrite ne veut pas dire forcément une réunion physique. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de signer un document, de le scanner et même de faire une signature électronique via Acrobat, qui donne une assurance très intéressante. Est-ce que c'est un procédé qu'on peut utiliser en regroupant nous qui sommes les, si vous voulez, le cabinet qui va publier les comptes, en recevant le document scanné, on met dessus un cachet de l'entreprise et on fait une publication. Est-ce que c'est quelque chose de valable? Et quelle est notre responsabilité si on le fait? Alors en la matière, quand tu parles de signature électronique et que tu fais référence à un certain algorithme dont je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de la publicité, en tout cas, on n'est pas dans le cadre légal de la signature électronique tel que prévu par le législateur, tel que annoncé dans le code le DOC, le code civil marocain, et tel que la certification est accordée par Barid El Maghreb. Il y a très très peu d'organismes qui aujourd'hui sont dotés de signature électronique au vrai sens de la législation marocaine. Maintenant, la pratique auquel tu fais référence, c'est une pratique qui reste parfaitement valable dans la mesure où on est dans un climat consensuel, où les parties ne contestent pas et où il n'y a pas de conflit. Mais je t'assure que le jour où on est face à un climat plus tendu, où les parties ont intérêt à attaquer en validité ou en un document, ils vont toujours trouver le moyen pour dire ce n'est pas moi, ce n'est pas mon document, un petit peu mettre en question ces documents-là. Donc après, mis à part cette interprétation strictement juridique, c'est par la suite une interpellation au sens du professionnel. Il connaît très bien la structure, il sait comment ça se passe, il sait jusqu'à quelle mesure il peut aller en apportant des mesures d'assouplissement. Enfin, je dirais qu'on est devant une situation exceptionnelle. Et quand on est dans des situations exceptionnelles, on a recours à des mesures exceptionnelles. Un petit peu sur la juridiction, un petit peu sur le pourra interpréter. Est-ce qu'on est un petit problème de connexion, de qualité de la connexion chez Nisrine? moyen? Là, c'est bon, allez-y. Abdelaziz, je pense que... Oui. Est-ce que c'est Amin Baqil est avec nous? Oui, exactement. Désolé pour tout à l'heure, j'avais un petit problème de connexion. D'accord. On doit céder la salle. Mais et donc, je vais donner la parole à chacun pour faire la conclusion. Alors, c'est Amin. Donc, deux mots par rapport aux factures qu'on reçoit généralement par mail. C'est vrai que rien ne remplace le contrôle sur pièce. Mais bon, comme ce qui a été dit par notre collègue, à chaque situation exceptionnelle, également des travaux exceptionnels qu'on doit faire. Donc, à charge pour nous de les vérifier par la suite. Donc, en conclusion, aujourd'hui, on est en train de vivre une situation très, très exceptionnelle. L'impact est lourd sur tous les plans. J'espère que notre pays sortira indemne. Bon, ça c'est une façon de voir les choses, sachant que on espère que notre pays sortira avec le moins de dégâts. Mais ce qui est marquant, et bien sûr, je vais parler ici des points positifs du Covid-19, il n'y a pas que les points négatifs. Aujourd'hui, nous avons prouvé au monde entier qu'on a les capacités humaines, d'accord, nécessaires pour faire de notre Maroc un saut qualitatif. D'accord, on a un peuple discipliné, on a un peuple innovant et ce à tous les niveaux.
Donc, j'ai jamais imaginé, bien sûr, qu'au niveau de notre profession, donc je vais donner l'exemple de notre profession, qu'un jour, on aura la capacité de s'adapter vite à un événement comme celui-là. Donc, on est vite passé à un cabinet 4.0. Donc, sachant qu'il y a très, très longtemps, on était en train de batailler pour un cabinet digital. Et aujourd'hui, pratiquement toute la profession, elle a prouvé qu'on peut être flexible. Aujourd'hui, on est en train de travailler, on est en train d'utiliser le télétravail. Et c'est quelque chose vraiment de très, très positif qu'il faut prendre de cette pandémie. Et je vous cède la parole, Saad Aziz. Je vous remercie sur ce webinaire qui est très, très intéressant. Merci, Séani. Moi, je croyais qu'on allait clôturer le webinaire en une demi-heure. Voilà, on est en train d'atteindre pratiquement les 2 heures. Je passe la parole à Yassine El Maghili. Avant de clôturer, moi, je veux juste revenir à ce qu'a dit Maître Odan. Moi, je partage pas nécessairement cette approche-là parce que même en existence de confiance, etc., moi, je préfère, nous sommes des professionnels de droit, je préfère rester vigilant et respecter la réglementation telle qu'elle est. Donc, si on a le moyen de réunir l'Assemblée générale, donc on va la réunir. Sinon, donc, tant que j'ai pas le moyen juridique efficace pour que je puisse approuver mes comptes, je préfère attendre la levée de l'état d'urgence. Donc, effectivement, pour que j'enchaîne un petit peu sur ce qu'a dit notre président, effectivement, donc, nous avons pu nous adapter à cette situation. Quoique, ça reste quelques contraintes quand même. Ça reste quelques contraintes que nous sommes en train de gérer ensemble. En l'occurrence, donc, il y a dans le cadre des procédures d'audit, donc, nous avons la circularisation, la confirmation externe. La confirmation externe, donc, dans la pratique, c'est une procédure qu'on arrive à faire via un envoi postal. Aujourd'hui, en l'absence de cette procédure-là, qu'est-ce qu'on va faire pour confirmer les soldes via d'autres moyens? Est-ce que par mailing, est-ce que c'est faisable? Parce que quand même, il faut signer la lettre de confirmation. Il faut sécuriser le contenu de la lettre aussi de confirmation. Donc, c'est un point sur lequel on travaille. La signature aussi des rapports pour qu'on puisse mettre à disposition de l'Assemblée générale les rapports de commission en compte, comment on va signer les rapports. Donc, la signature électronique aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place ça, pour qu'on puisse transmettre un rapport qui est fiable et le mettre à la disposition de l'Assemblée générale pour qu'il puisse approuver ses comptes. Et je pense que aussi, il y a un autre point, peut-être qu'on n'a pas traité, c'est pour les sociétés qui arrêtent leurs comptes après le 31 décembre. Ça veut dire les sociétés qui arrêtent les comptes, par exemple, ou qui clôturent l'exercice au 30 mars. Quid de l'assistance à l'inventaire physique et la réalisation même de l'inventaire physique de la part de la société. Donc, c'est des points sur lesquels on doit poser des questions parce que les sociétés qui arrêtent leur exercice à compter de fin mars, donc il y aura un problème de réalisation de l'inventaire physique et aussi un problème pour l'expert comptable, pour le commissaire compte d'assister à cet inventaire physique-là. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on doit travailler pour compléter notre arsenal juridique pour qu'on puisse être à la hauteur. Mais je rassure quand même le tissu économique que l'ordre des experts comptables, il s'adapte rapidement. Donc, nous allons mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour qu'on puisse répondre et être surtout être à la hauteur et aux attentes de notre tissu économique. Voilà ce que j'ai à dire. Et merci beaucoup pour cette invitation, Saad. Merci Yassine. Je vous donne la parole à Adib avant de passer la parole à Nisrine. Adib. Merci. Alors, nous sommes 3 confrères. Il y a Maître, moi je vais me placer du côté de Maître. Peut-être si Yassine a eu mal compréhension. Moi, ce que Maître, elle n'a pas besoin qu'on la défende. Elle n'a pas parlé de déroger aux règles. D'accord. Alors, pour revenir au SARL, il faut qu'on soit, je dirais, pragmatique. On sait pertinemment que les 80%, comme vous avez dit, CRG constitué de SARL, dans les 80%, 90%, c'est 3-4 associés. Donc, c'est facile de faire des assemblées générales. Donc, il ne faut pas essayer de chercher des prétextes pour ne pas tenir l'assemblée générale. Donc, si on veut, on y arrive. C'est des petites structures d'associés, même si le chiffre d'affaires pourrait être important, mais généralement, on trouve 3 associés, pas plus. Pour rapidement terminer avec le commissaire à compte, nous avons une obligation de moyens. Si on arrive à dérouler nos diligences et pouvoir donner notre avis, on va le donner. Si on n'arrive pas, compte tenu d'une information qui pourrait nous manquer, vu le contexte actuel, on ne va pas pouvoir se prononcer. Et je tiens à vous remercier. Merci beaucoup.
Merci, c'est Adib. Donc, je donne la parole de clôture à Nisrine qui fait partie de la maison. Donc, c'est pour ça que je t'ai laissé en dernier, pour nous donner une note d'optimisme, Nisrine. Merci beaucoup, Selaji. Merci à nos chers présidents. Aujourd'hui, on a été bien choyés, entourés que de présidents, mais c'est incroyable. Il y a beaucoup d'informations très riches. Tu vois qu'il n'y a pas eu de publicité du tout. Donc, je tiens à ce que tu corriges ce que tu as dit, Nisrine. C'est de l'information scientifique. Ben écoute, j'étais jalouse. C'est mon côté avocat qui était jaloux un petit peu par la prédominance des experts comptables. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais plus sérieusement, je pense que c'était un panel extrêmement riche. Je suis d'accord avec messieurs les présidents par rapport aux points qui ont été avancés. Je pense qu'aujourd'hui, cette pandémie, ce Covid-19, c'est une crise qui, quelque part, était nécessaire parce que ça nous a permis un petit peu de chacun, de sa perspective, de repenser sa façon de travailler. Ça a permis aussi de nous ouvrir les yeux sur certains outils, de permettre à certains de les démystifier, de se les approprier, que certainement ce Covid-19 va permettre l'accélération du processus de la digitalisation à tous les secteurs d'activité du Maroc. Je sais que vous, les experts comptables, vous êtes à des stades plus avancés, mais je raisonne par rapport au Maroc, par rapport à d'autres secteurs, notamment la justice, où là, c'est extrêmement important de passer un petit peu à ce cap de digitalisation, de pouvoir travailler en toute sécurité avec efficience. Je pense aussi que ce Covid-19, c'est l'opportunité pour nous, professionnels, sur beaucoup de secteurs d'activité, notamment en matière de gouvernance d'entreprise, de corporate, de formuler des propositions par rapport à des modifications législatives, parce que plusieurs textes aujourd'hui, malheureusement, ont montré leurs limites. Heureusement, en tant que professionnel, on a essayé d'apporter toujours des solutions qui restent dans le respect de l'esprit de la loi, mais qui n'handicapent pas le déroulement sain d'une activité économique. Je pense enfin que nous, en tant que professionnels, vous l'avez si bien dit ici, Adib, on est tenu par une obligation de moyens. Moi, je dis souvent obligation de moyens renforcée, qu'on est tenu plus que jamais de faire un travail de sensibilisation par rapport à la qualité de la prestation de service. Parce qu'aujourd'hui, le constat qui a été retenu, c'est quand on a fait les bons choix, quand on a eu recours à de bons professionnels, généralement, on est parvenu à sortir de cette crise sans beaucoup de difficultés. Donc aujourd'hui, il faut insister sur la qualité, sur la performance, et je pense que ce sont des notions qui vont nous permettre à mieux penser notre modèle de développement quand l'activité reprendra son cours normal. Encore une fois, je vous remercie pour cette visioconférence, pour le travail exceptionnel qui a été fait par notre pour l'animer, et j'espère que la salle a pu en profiter pour avoir des réponses plus ou moins satisfaisantes à leurs questions. Merci beaucoup. Excellent, excellent. Donc, avant d'éteindre l'écran, je veux remercier donc toutes les personnes. C'est Amine, c'est Yassine, c'est Adib, Nisrine. Je suis sûr que c'est une conférence qui fera date. On va demander à notre informaticien de nous donner l'enregistrement après parce qu'on a beaucoup de demandes. Je suis en train de voir sur WhatsApp et Telegram pour que un maximum de gens, surtout nos confrères qui sont aujourd'hui au nombre de 600, pour qu'ils puissent en profiter. Donc, merci à vous et à la prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.